Dans la paracha qu'on va lire cette semaine, on va nous raconter l'histoire de Balak et de Bilam. Balak, c'est un roi, nous raconte la Torah, qui voit le, pe- qui voit le peuple juif approcher et qui est terrorisé de, de, de la progression d'Israël. Alors de quoi il s'agit? C'est un fromage Bamidbar. En tout cas, je suis coincé avec le micro, je peux pas. Voilà. Merci. Dans la paracha de la semaine dernière, on a vu que Israël a demandé à traverser les territoires de Émori, de Édom, et tous les peuples ont fait barrage et ils ont voulu s'attaquer, ils ont voulu empêcher Israël de passer. Ils ont déclaré à Israël la guerre et ils se sont fait massacrer par Israël. D'accord? Donc imaginez une armée qui avance, et au fur et à mesure qu'elle avance, elle dévaste tout sur son chemin. Alors, Balak, raconte la Torah, Balak, il panique. Ok? Vayar Balak ben Tzipor, Balak a vu Méler les Moav, le roi de Moav. Il a vu quoi? Il a vu être Kol Asher Asa Israël la Émori. Il a vu tout ce que Israël avait fait à Émori. Alors Vayagor Moav, Mipne à Améod. Alors Moav a eu très peur de ce peuple-là, qui ravou, parce qu'ils étaient nombreux. Voilà comment en plus Moav s'imagine que Israël est une superpuissance. Alors que fait Balak? Il a une idée, il fait appel à Bilam. Pourquoi Bilam? Bilam, les Chachamim vont nous expliquer que Bilam, c'est un prophète. Ok? C'est un prophète, il a des pouvoirs, et il est certain que si Bilam décide de maudire le peuple juif, alors Israël sera affaibli, et à ce moment-là, le peuple de Moab a toutes les chances de combattre Israël. Alors la Torah nous raconte que ils vont essayer de négocier avec Bilam, enfin négocier, ils vont proposer à Bilam de venir maudire Israël, et voilà que dans la nuit, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Bilam en lui disant « Mais qui sont ces gens qui sont venus te voir ?» Soi-disant, Hachem, il n'a pas compris. Il dit ah, « C'est des gens, ils veulent que j'aille maudire, tu sais, ce peuple-là qui est en train de ravager la terre entière. Ah non, tu peux pas y aller, ils sont bénis, tu peux rien faire contre eux. » Bon, ok. Alors Balak, il pense que Bilam veut plus d'argent, il renvoie des émissaires plus importants, avec des promesses encore plus importantes, etc., etc. Et à la fin, Hachem dit à Bilam, tout le monde connaît l'histoire, t'as qu'à y aller, mais quoi? Mais, que dit Hachem à Bilam? Les paroles qui vont sortir de ta bouche, ce ne sera pas des malédictions. Hein? Non, tu ne pourras pas les maudire. Et alors, comment il lui dit ça à Hachem? Il lui dit, tu ne pourras dire, Que des bénédictions. non, C'est ce que tu dis. voilà. Ve'ach et adavar asher adaber elecha, oto ta'ase. Littéralement, tu ne feras que ce que je te dirai. D'accord? Et en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est Hachem qui va mettre à Bilam les paroles qu'il va prononcer. Il va lui mettre les paroles dans la bouche. Et Bilam ne pourra que répéter ce que Hachem, littéralement, lui a mis dans sa bouche. D'accord? Alors, imaginez que vous voulez dire quelque chose et qu'Hachem, il va vous empêcher de le dire. Vous y allez quand même. C'est quoi l'espoir de Bilam? Bilam, normalement, s'il est intelligent, il a compris qu'il ne pourra pas maudire Israël. Ok? Mais il y va quand même. La Torah dit, il va y a comme Bilam Baboker. Bilam, il se lève très tôt le matin.
Vayachavosh et atono, il scelle lui-même son ânesse alors que c'est un monsieur qui est très riche. Vayeler Rimsare Moav, et il y va. Donc, quand on voit Vayakom Bilam Baboker, ça veut dire qu'il s'est levé avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'entrain, etc. Rachid dit comme ça. Amara Kadosh Baruchou, il dit à Bilam, Racha, Gvar, Kidemra Avram Aviem, chez Nehemar, Vayashkem Avram Baboker, Vayachavosh et Ramoro. Il dit, mais tu comprends pas que ce que tu viens de faire là, de te précipiter, de te lever le matin, de sangler, de sceller toi-même ton ânesse, avec ça, tu peux rien contre Israël. Pourquoi? Parce qu'un jour, leur patriarche, Abraham, il a fait la même chose. Donc toi, tu ne fais que répéter ce qu'a fait Abraham. De là, on comprend quoi? Que, en fait, la mitzvah de Abraham, à savoir de se précipiter pour servir Hachem, va protéger Israël de Bilam qui se précipite pour aller maudire Israël. D'accord? Les Ramim, ils disent comme ça. Gvar Kidemra Avram Aviem. Abraham, leur père, t'a devancé. Ok? Si on fait un parallèle entre l'histoire de Abraham et l'histoire de Bilam, elle est où la comparaison? La comparaison, c'est que l'un se précipite et l'autre se précipite aussi. Et on dit comme ça. Non mais, le fait qu'Abraham s'est précipité, ça a été un mérite pour Israël, et à cause de ça, toi, quand tu te précipites, tu peux rien contre eux. Ils sont protégés par cette mitzvah de Abraham. Ok? Alors, il y a une question. Question, ok. La question, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut comparer l'attitude d'un rachat et l'attitude d'un tzaddik quand leurs intentions elles sont complètement différentes? Ça veut dire comme ça. Ok, Abraham, il s'est précipité le matin, empressé, il est parti vite pour aller, en fait, de quoi il s'agissait de la Kedat Yitzhak. Lorsque Hachem a dit va sacrifier ton fils, Abraham, au lieu de prendre son temps, il s'est précipité. Donc c'est vrai que c'est un zéroud pour le peuple juif, d'accord? Mais comment on peut comparer les deux? Ma question c'est la suivante. Abraham Avinu, il aurait dû traîner les pieds, pourquoi? Parce qu'on lui demandait quelque chose qui est contre nature. Abraham, il avait envie d'aller sacrifier son fils? Pas du tout. Et malgré tout, il se lève et il y va. Mais Bilam, il avait envie d'aller maudire Israël, il en mourait d'envie. Alors comment on peut comparer les deux? Il est où le mérite de Bilam? C'est-à-dire que, quoi? Ça voudrait dire comme ça, que le fait que Bilam, il s'est précipité, donc quelque part, ça aurait donné plus de poids à ce qu'il va faire. Mais au contraire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire qu'Abraham, il s'est déjà levé tôt le matin. Le fait que Bilam, il se lève tôt le matin, au contraire, ça va jouer contre lui. Hachem va dire quoi, espèce de rachat? Non seulement tu veux les maudire, mais tu te lèves tôt pour aller les maudire, genre tu montres que tu es pressé de le faire. C'est qu'on ne comprend pas très bien le parallèle entre Abraham et Bilam. Les Chaim, ils disent qu'en fait, s'il y a un parallèle, c'est que dans leurs intentions, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, sur le verset à la fin de la Torah, dans Vezot HaBeracha, qui dit Velokam be'Israël ke Moshe od. Moshe est mort, et plus jamais il n'y aura un prophète comme Moshe Rabbeinu. Velokam be'Israël. Dans le peuple juif, il n'y aura plus de prophète aussi grand que Moshe. Ramim, ils disent be'Israël lokam. Aval be'umot haolam kam. Mais dans les nations, chez les nations, il y a eu comme Moshe. Qui? Bilam. Ah, moi, ce que je veux expliquer, mes chers amis, c'est très important de comprendre que Bilam, c'est loin d'être n'importe qui. Loin de n'importe qui. D'après vous, qui est meilleur prophète? Moshe ou Bilam? Pourquoi tu aimerais? Tu aimerais que ce soit Moshe. Non, mais Hachem, il parlait directement dans Moshe. C'est même pas une question de prophétie.
Oui, ça c'est la parole de Moshe. Tu as raison. Ça c'est la parole de Moshe. Mais on va voir que quoi? Que Bilam, il y a marqué que tous les matins, quand il était avec Balak, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait très tôt. Regardez, je vous cite le verset. Ce fromage, il est un peu... Regardez dans les astres, Je ne sais pas s'il regarde dans les astres, mais il y a marqué... chez la paille. Voilà, il y a fait. Cherchez la paille. Vous connaissez le moment quand Hachem il était en colère. Exactement. Bravo. Mais Moshe, il parlait directement à Hachem. Ouais. Il parlait directement à Hachem, mais Moshe, il ne savait pas comment Hachem il se mettait en colère. Alors que Bilam, lui, il savait. C'est que Bilam, quelque part, il avait un atout par rapport à Moshe Rabbeinu. Ça pour vous expliquer que Bilam, c'est loin d'être n'importe qui. Comment on dit, la prophétie de Bilam, elle est unique. Elle est unique. Il est d'une lucidité, Bilam, qui est absolument incroyable. Il comprend Hachem. Moshe Rabbeinu, à la limite, il n'a pas de mérite. Comme tu as dit, Hachem, il parlait, ça sortait par la bouche de Moshe. Mais Bilam, il comprenait Hachem. Il disait, ah là, il est en colère, allez, on profite. Ah là, il est sympa, hop. Maintenant, moi, ce que je veux expliquer, c'est la chose suivante. Bilam, à l'origine, il veut maudire Israël. Vous connaissez l'histoire. Il arrive chez Balak, on lui fait beaucoup de kavod. Il dit, j'ai besoin de ceci, besoin de cela, des corbanotes, des hôtels, des machins, etc. On construit le misbéar, il monte sur une montagne, il voit le peuple juif, et qu'est-ce qu'il fait? Il parle, il ouvre la bouche, et, malheureusement pour lui, des brachot qui sortent. Une fois, deux fois, trois fois, et l'autre, il devient fou, Balak. Et il insulte. Et il repart humilié, Bilam. Il repart humilié. Moi, je vous pose une question, d'après vous. D'après vous. Enfin, pas d'après vous, mais... Non, regardez, voilà, je vais vous poser la question comme ça. Balak, celui qui paye, celui qui a loué les services de Bilam, il a raison de s'énerver contre Bilam ou pas? Il s'énerve contre Bilam, qu'est-ce qu'il lui répond Bilam? Pas moi, c'est Hachem, moi j'aurais voulu les maudire, j'ai pas réussi. Et Balak, il s'énerve encore plus. Je vous pose une question, logiquement, d'après vous. Il a raison de s'énerver Balak ou pas? Il a payé pour une prestation qu'il n'a pas reçue. Au départ, Ok, il sera remboursé. il voulait même pas venir, Bilam, au départ. Ah non, il voulait, mais c'est Hachem qui l'empêchait. Oui. Il a insisté quand même, Balak. Mais là, il a fait carrément l'inverse de ce qu'il voulait à la base. Mais il avertit. Il lui dit, tu sais, je pourrais dire que ce qu'Hachem me permet de dire. Hein. Et ben moi j'ai une idée. Comme ça, je vous propose une idée. Peut-être qu'au fond de lui, Bilam, il avait envie de bénir le peuple juif. Je vous pose une question. Les goïms sont tous méchants. Ils sont tous méchants, les goïms. Je ne parle pas des individus. Hein. Pour rencontrer des goïms très sympathiques, il y a le concept de chassidou motaolam, il existe. Sage parmi les nations, ok. Mais les goïms en tant que nation, est-ce qu'il existe des nations qui peuvent être vraiment les amis d'Israël? Non. Ben moi je pense que non. Moi je sais que non. Ni frère, ni ami. Ni frère ni ami. C'est marqué dans tous les livres. La Gemara dit Esav sonnait les Yaakov. Ah, je verrai ça, c'est Esav. Ouais, mais Esav, c'est toutes les nations du monde. Ça veut dire comme ça. À la limite, il peut y avoir des nations qui ne connaissent pas Israël. Ça peut exister, ça. Il y a peut-être des tribus au fin fond de l'Amazonie, Israël, ne connaissent pas. Ne connaissent pas. Mais est-il possible qu'une nation qui a, on va dire, un lien avec Israël, est-ce qu'elle peut aimer Israël? Hein? Non? Pourquoi non? Pourquoi non? Et en intérêt. Tu peux prendre sa place. La place. Quelle place? La place qu'Israël a, tout le monde l'a fait. Enfin, il n'aura plus l'intérêt et après, il peut tuer Israël. Non mais c'est pas ça qu'elle dit, Batiala. Elle dit autre chose. Elle dit en fait,
quand une nation comprend qui est Israël. Ils veulent les intégrer, ils veulent les intégrer à eux-mêmes, ils veulent les assimiler. Mais pourquoi ils veulent les assimiler? Pourquoi ils veulent se rapprocher de Dieu? Hein? Non, parce qu'ils veulent prendre Il la est quoi? place. Il les dérange. Pourquoi il les dérange? On est proche d'Hachem, mais ils veulent prendre Parce la place. qu'ils veulent pas ça, ouais, ils veulent pas. Parce qu'en français, on dit on est le peuple élu. C'est ce que veut dire le peuple élu? C'est ce que c'est élu? Vous avez déjà été élu, vous? Hein? Vous n'avez pas été élu? Si vous n'avez pas été élu, est-ce que ça veut dire qu'il y en a un autre qui a été élu à votre place? Ouais, c'est frustrant. Ah, Pour qui a envie de faire partie du jeu. alors, si tu n'as jamais présenté à des élections, c'est un autre problème. Mais si tu te présentes et tu perds, qu'est-ce qui est frustrant? C'est que ce que tu aurais voulu avoir, c'est l'autre qui va l'avoir. C'est terrible. C'est terrible. Alors nous, on est Am Ségoula. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a deux types de nations qui connaissent Israël. Il y a ceux qui avouent que Israël, c'est Am Ségoula, donc les pauvres, donc c'est pas eux. Et il y a ceux qui n'avouent pas que Israël, c'est Am Ségoula. C'est nos amis, ceux-là? Pas nos amis, ceux-là. C'est pas possible. Je suis désolé. Une nation en tant que telle, elle peut pas. Elle peut pas aimer Israël, c'est pas possible. Alors, comme vous avez dit, elle peut avoir des intérêts, elle peut reconnaître la grandeur d'Israël. Mais reconnaître la grandeur d'Israël, c'est quoi? La Torah, elle dit, quand un homme il a 2 fils, l'aîné, il prend une double part, et le deuxième, il prend une part simple. Terrible. Pourquoi elle fait ça, la Torah? C'est que la Torah, elle oblige, la Torah, elle est pour la hiérarchie. La hiérarchie, c'est qu'il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième. C'est la vie. C'est la vie. Celui qui est deuxième, il ne peut pas dire je voudrais être à la place du premier. Non. Il ne sera jamais premier. Dans une vraie hiérarchie, le premier c'est pour toujours, le deuxième c'est pour toujours, le troisième c'est pour toujours. C'est pas quelque chose qu'on peut se prendre. Si nous on est Am Ségoula, ben, il n'y en a pas d'autre, quoi, c'est tout. Point. Point. C'est que toutes les religions qui sont basées sur le monothéisme, à un moment de l'histoire, elles ont été obligées de changer le texte. Changer le texte. Par exemple, vous savez quel est le mot, excusez-moi de le dire comme ça, hein, le mot goy le plus anti-Torah. Vous savez ce que c'est? C'est le concept de Nouveau Testament. Il n'y a pas plus anti-Torah que ça. Parce que la Torah, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas de nouveau, ça n'existe pas de nouveau. Nouveau, ça veut dire quoi? Avant, c'était pas comme ça, et maintenant, c'est comme ça. Ok, ça correspond à la même idée. L'idée de nouveauté. Chez nous, ça n'existe pas, la nouveauté. Alors, ma question, c'est la suivante. Est-ce que Bilam, il fait partie de ceux qui acceptent que Israël, c'est Am Ségoula, ou est-ce que Bilam, il fait partie de ceux qui n'acceptent pas? Si on me dit comme ça, que la volonté de Bilam, c'est quoi? C'est de maudire Israël, parce qu'il n'accepte pas que Israël soit Am Ségoula. Il se dit, tiens, on peut peut-être prendre leur place. Alors pourquoi Bilam, il s'énerve? Balak, il s'énerve. Le pauvre Bilam, il a autant envie que lui de maudire Israël. À moins que peut-être que Balak, il s'énerve contre Bilam, pourquoi? Parce qu'au fond de lui, Bilam, c'est pas sûr qu'il soit anti-Israël. J'explique ce que je veux dire, mes chers amis. Écoutez bien ma question, elle va encore plus loin. Et là, par contre, elle est juive, ma question, hein, elle n'a rien à voir avec Bilam. Comment vous comprenez? Quand Hachem il dit à Bilam, tu ne diras que ce que je mettrai dans ta bouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Écoutez bien ma question. Est-ce que ça veut dire que Bilam, il voulait dire noir et c'est sorti blanc? Ou est-ce que d'après vous, ça veut dire non, que Bilam, en fait, il aurait voulu dire blanc ou noir, et au moment où il ouvre la bouche, finalement, il a envie de dire autre chose. Vous comprenez ce que je vous demande? C'est quoi la première possibilité? C'est qu'il veut dire une chose, et puis il y a autre chose qui sort de sa bouche. Il dit, mais c'est pas les mots que je voulais dire. Mais c'est pas les mots qu'il voulait dire, alors la bracha, elle vaut rien. Alors pourquoi la bracha, elle vaut quelque chose? Pourquoi dans tous les scénarios du monde, enfin, bon, vous savez, il y a marqué Matovu, Alecha Yaakov, Mishlotecha Israël, ça vaut rien. C'est des mots qui ont été prononcés par une bouche qui voulait dire le contraire. Et lama, c'est une bracha qui veut dire quelque chose.
Si elle veut dire quelque chose, c'est qu'il y avait une kavana dans ce que disait Bilam. Vous savez pourquoi? Vous savez quelle est la réponse? Pourquoi Bilam, il a sorti des brachot de sa bouche? Regardez l'histoire. Bilam, il est sur une colline, il voit Israël. Il ouvre la bouche, ce sont des brachot qui sortent. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Balak, regarde, on va aller sur l'autre colline. Ça change quoi? Ramim, il explique comme ça. Ils disent quand Bilam il est arrivé sur la montagne et qu'il a vu Israël, le pauvre, il a vu tellement, il a tellement vu la beauté d'Israël, du peuple juif, hein, que quand il a ouvert la bouche, il n'a pu dire que des brachot. Alors qu'est-ce qu'il dit à Balak? Il dit, tu sais quoi? Peut-être que si on les voit sous un autre angle, on va les voir différemment. C'est vrai les juifs. On peut les voir sous cet angle ou sous un autre angle. N'est-ce pas? Ils ont des côtés magnifiques, les juifs, mais ils ont des côtés pas magnifiques. Donc Bilam, il attend. Il va de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Brachot. Troisième côté, brachot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je repose ma question, d'après vous, quand il a ouvert la bouche, il voulait dire maudit et c'est sorti béni? Ou quand il a ouvert la bouche, il ne pouvait pas dire autre chose que béni? C'est la deuxième possibilité qui est vraie. Moi, ce que j'ai envie de vous expliquer maintenant, c'est la chose suivante, c'est que quelle est la signification de la bracha d'un goy pour un juif? Elle veut dire quoi? Maintenant, je ne parle pas encore une fois, je ne parle pas du goy, de l'individu. Moi, j'ai rencontré des goyim dans ma vie qui avaient beaucoup de respect et beaucoup de, comment on dit, d'aracha, quoi, qui appréciaient vraiment Israël. Moi, je peux vous dire que mon père, en tant que grand rabbin, dans sa vie, il a rencontré des tas de gens, même des gens d'un très haut niveau dans la politique, ou qui l'ont dit des choses sur le peuple juif, des choses vraiment émouvantes, quoi. Émouvantes. Ok? Et indéniablement, ce sont des hommes qui ont beaucoup apprécié les juifs, Israël, le judaïsme, la Torah. Mais, encore une fois, ce sont des individus. Mais Bilam, ce n'est pas un individu. Bilam, c'est le prophète des nations. Le prophète des nations. Alors nous, on va essayer de trouver notre voie dans tout ça. Ah oui, on va aussi revenir un peu sur ce qu'on a dit à la synagogue vendredi soir. Vendredi soir, on a expliqué, grâce au Shem Ishmuel, que la paracha qu'on a eue la semaine dernière, la paracha de Choukat, elle nous parle de la loi de la vache rousse, n'est-ce pas? Après la vache rousse, de quoi elle parle la paracha? Elle parle de la mort de Myriam. Après la mort de Myriam, il y a les Juifs qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'eau. Alors on lit l'histoire du rocher, Moshe qui tape le rocher au lieu de lui parler, donc du coup il est puni, lui et Aaron, et tout de suite on nous raconte la mort de Aaron. Et juste après ça, qu'est-ce qui se passe? Non, avant le serpent, Moshe va voir, le premier c'est qui? C'est Ébori, en lui disant est-ce qu'on peut passer par ton territoire? Alors il dit, il n'en est pas question, hop, et c'est la guerre. Kenaani, pardon. D'accord? Alors, la Torah, non, excusez-moi, d'abord il y a eu Édom, ok. Après il y a eu la mort de Aaron, et après il y a eu Kenaani, Melech Arad. Ok? On a expliqué vendredi soir que dans la paracha de Choukat, le fil conducteur de la paracha, c'est le rapport entre les Juifs et les nations. Nous, on veut aller en Israël. Sur notre chemin, il y a un pays, un peuple. Qu'est-ce qu'on fait? On va leur demander gentiment, s'il vous plaît, ça ne vous dérangerait pas qu'on passe par chez vous? Comme ça passe comme ça. Hein. Et Moshe dit, vous inquiétez pas, on ne touchera à rien. Et si on touche, on paye, etc. On ne boira pas de votre eau, on ne mangera pas de vos champs. Je porte garant. Et ils disent pas, non, on n'a pas confiance ou quoi. Il n'en est pas question, et ils vont faire la guerre. C'est-à-dire quoi? Ils vont empêcher Israël d'arriver, enfin ils vont essayer d'arriver sur Eretz Israël. Ok? Et on a expliqué que, à ce moment-là de l'histoire, on nous parle de la mort de Aaron. Regardez bien. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron beor ha'ar al gevul Eretz Edom les morts Yeasef Aaron el Amav. Hashem a parlé à Moshe et Aaron à Or ha'ar sur la frontière de Édom en disant Aaron va mourir. Pourquoi on nous précise que c'est sur la frontière de Édom? Parce que c'est juste là, au point
de conflit entre Israël et Édom. C'est pas le premier conflit qu'on a. On a eu Amalek d'abord. Vous vous rappelez? Amalek, c'était le premier, après l'Égypte. Mais là, il y a un conflit. Hop, là, Aaron va mourir. Alors, on a expliqué le rapport entre Aaron et les nations. Aaron qui était le Shalom, etc. Et on a expliqué qu'en fait, quand Israël a une mida, comme par exemple la mida du Shalom de Aaron, ok, les bonnes midot, tout le monde veut les avoir. Faites un sondage, demandez autour de vous, à qui vous voulez. Hein. Demandez aux gens, vous êtes généreux? Qu'est-ce qu'ils vous répondent les gens? Ouais, généreux. Vous êtes des gens qui aiment la paix ou plutôt la guerre? La bagarre ou... Qu'est-ce qu'ils vous répondent les gens? Ah non, moi j'aime pas la bagarre, moi je suis quelqu'un de très paisible. Ah, pacifique en plus. Ok. Demandez aux gens, tu es coléreux ou tu es plutôt patient? Non, il arrive que je me mette en colère, mais en général, je suis patient. Hein. Tu es plutôt menteur ou plutôt honnête? Je dis, ah non, moi je suis honnête. On se considère tous comme ça. C'est-à-dire que les bonnes midotes, tout le monde, écoutez bien, veut se les accaparer. C'est la nature humaine. Il n'y a pas de problème. Tout le monde va se les accaparer. Il n'y a pas de problème. Par contre, entre les nations, qu'est-ce qui se passe? Israël, il a des atouts que les autres nations n'ont pas. Peu importe lesquels. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça demanderait d'expliquer ça en profondeur dans un cours. Ok? On va voir que les nations du monde, elles sont conscientes de ce que Israël a. Attention, les nations aussi ont des atouts. Hein. Certaines nations ont certaines midotes, il n'y a pas de problème. Mais les midotes qui sont propres à Israël, on va essayer de se les accaparer. Exemple. Quel est l'exemple le plus connu? Quoi, Chesed? C'est ça, Chesed. Mais quoi? Chesed quoi? De qui vient la mida du Chesed? Abraham, il a combien de fils? Il y a d'autres aussi. Il y a Yitzhak et Ishmaël. C'est quoi la différence entre Yitzhak et Ishmaël? Écoutez bien. Yitzhak, il prend le contre-pied de son père. Et il est l'inverse du Chesed, il est le din. Et Ishmaël? Chesed. Alors quoi, il est sympa, Ishmaël? Il adore recevoir. Ouais. Les musulmans sont ça, en fait. Ils sont quoi? Non, ils ont ce côté qu'ils aiment recevoir, tout ça. Non, mais t'as dit un mot tout à l'heure. T'as dit, ils sont Ils sont comme ça, elle a dit. comme ça, t'as dit? Ah, j'ai entendu autre chose. J'ai failli te... Vous savez ce que dit la Gemara? Je vous ai rapporté ça plusieurs fois dans mes cours. La Gemara dit que sur 10 parts de... Comment on dit? De znout, de dépravation dans le monde, il y en a 9 qui sont chez Ishmaël. Pourtant, ça se voit pas, hein, leurs femmes sont super bien couvertes. Hein. Ah, méfiez-vous de ce qui est trop couvert. Authentique ce que dit la Gemara. Et la Gemara dit d'où ça vient. Oh, la Gemara le démontre, etc. La Gemara dit d'où ça vient. Ça vient d'un excès de chesed. C'est quoi le chesed? Le chesed, c'est le rapprochement entre les hommes. C'est la gentillesse, on est sympa, entre voisins, on se prête, on se truc, machin, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans une synagogue, ça dérange des fois, mais entre les hommes et les femmes, il y a une méritza. Ah, pourquoi on n'aime pas les hommes n'aiment pas les femmes n'aiment pas les hommes? Non, justement. Il vaut mieux que chacun soit à sa place et que les choses soient distinctes les unes des autres. Voilà comment chacun il évolue et il a vraiment sa place. Le chesed, il est canalisé par le din. Ishmaël, il a pris le chesed d'Abraham, mais il a oublié de prendre le din. Et qu'est-ce qu'il va nous dire Ishmaël? Comme vous avez dit, vous, on est bien plus chesed que eux, nous. Chez nous, on reçoit. Chez nous, il y a l'honneur de la famille. Chez nous, quand il y en a un qui est dans le besoin, on ne l'oublie pas. Dharma. Mais l'excès, c'est mauvais. C'est-à-dire que les midot d'Israël, elles sont convoitées par les nations du monde. D'accord? Alors écoutez bien, on va rentrer dans un délire incroyable sur Bilam. Incroyable. Je vais vous en faire un petit sadique, moi, Bilam. Non, mais je suis sincère, j'invente rien. Hein. Je fais que citer. Là, je vous cite notamment un enseignement du Shem Ishmael. Shem Ishmael, regardez ce qu'il dit. Il dit, vous savez pourquoi les Chachamim, ils ont comparé l'attitude de Bilam à celle de Abraham? Comment on peut comparer les deux? Et il répond, il explique.
Ils disent, mais Bilam, lui aussi, il avait une bonne intention. Vous savez qu'est-ce qu'il a été dire Bilam à Hachem? Bilam, il a été dire à Hachem, écoute Hachem, jusqu'à présent ta parole, il n'y a que les Juifs qui l'ont entendue. Mais moi, tu m'as doté de cette faculté de la névoie. Tu sais quoi? Grâce à moi, je vais grandir ton nom pas que chez les Juifs, chez toutes les nations du monde. Regarde, ils viennent me chercher parce qu'ils savent que je vais dire ta parole à toi. Tu veux pas me laisser partir? C'est toi qui gagne. Si j'y vais, c'est toi qui gagne. Voilà l'argument de Hachem, de Bilam. Voilà ce que racontent les Chachamim. Ok? Le Shem Ishmoel, il se base sur un midrash dans lequel il y a marqué comme ça Ta'an Bilam mutav sheya akadosh baruch hu ne'evad mikol shivim haumot velo mi'uma yechida levad. Il vaut mieux que Hachem, comme ça il dit à Hachem, soit servi par les nations du monde entier que par une seule nation. Alors laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Et si on prend les psukim, c'est exactement ce qui est marqué. Vayomerlo. Donc la deuxième nuit, Hachem dit à Bilam, Im likro lecha baou anashim, kum lechitam. S'ils sont venus t'appeler, Im likro lecha, c'est quoi Im likro lecha? Hachem, il ne sait pas pourquoi ils sont venus. Ok? Rachid dit Im akriya shelcha, vesavour ata litol alia sachar, kum lechitam. Je mélange, il dit que Bilam, il a dit à Hachem, ils sont venus me chercher à moi, je vais retirer un sachar. Hachem, il explique, c'est ça le sachar. Bilam, il a dit à Hachem, attends, moi, ce que je veux, c'est grandir ton nom. Vous savez ce qu'il explique le Shem Ishmoel? Il demande, mais quoi, alors on peut rouler Hachem? C'est faire voir Hachem. Il dit la grandeur de Bilam, c'est que dans ses bons moments, c'est quoi, il était comme Moshe Rabbeinu? Dans ses bons moments, c'était un tzaddik gamour. Il était capable, enfin il ne dit pas le mot tzaddik gamour, c'est moi qui ajoute, hein. Il était capable, écoutez bien, parce que regardez, cette expression elle est incroyable. Il était capable, Bilam, je vous cite ces mots. Beshaat omro dvarim elu, ifshit et atzmo mikol machashavat zdadit. Vechashav rak lekarev et kol haumot. Littéralement, voilà. Littéralement, il s'est déshabillé de toutes ses mauvaises intentions et il n'avait que une bonne intention. Je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. C'est pas du tout utopique ce qu'on est en train de raconter. Vous faites des avérotes, vous, des fois? Ouais? Vous faites tous des avérotes. Maintenant, j'ai une question. Voilà. Avec toutes les avérotes qu'on fait toute la journée, la shonara, c'est aussi grave que tuer, machin, etc. Tant qu'ils sont faits, on prend un livre de prière, on dit Hachem, je t'en prie. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Et moi, je viens, je dis, oh, tu crois vraiment qu'il va te répondre, Hachem? T'es un rachat, tu fais des avérotes. Aujourd'hui, vous avez dit la shonara aujourd'hui? Vous hésitez? Ça veut dire que oui. Si vous n'en aviez pas dit, vous auriez été sûr. Vous auriez pu me dire avec assurance, aujourd'hui, il n'a pas dit la shonara. Vous hésitez, c'est que vous en avez dit. J'ai pas de doute. Donc aujourd'hui, vous avez fait une avéra, ce qui consiste à faire de l'idolâtrie, commettre un adultère et tuer quelqu'un. C'est que je comprends bien, c'est ça que vous avez fait aujourd'hui. Maintenant, à côté de ça, vous avez peut-être fait plein d'autres petites choses. Mais il y a plus important que ces trois choses-là. Il n'y a pas. Hein? Quoi? C'est le pire. Non, mais c'est-à-dire qu'imaginez une personne dans sa journée, elle a fait une mitzvah, elle a donné la tzedaka, elle a rendu un service, et puis à 2h l'après-midi, elle a pris un revolver, elle a tué quelqu'un comme ça, et puis après elle a continué sa journée. À la fin de la journée, elle pense à quoi d'après vous? Quelqu'un de normal, comme vous et moi, quoi. Il reste quoi de la journée? Mais n'empêche que dans la même journée, vous allez voir Hachem, vous dire Hachem, je t'en prie. Tu sais, j'ai fait une mitzvah, donne-moi par le mérite de cette mitzvah, donne-moi telle et telle chose. N'est-ce pas qu'on le dit dans la prière? Comment c'est possible?
Je viens de vous apprendre un truc incroyable. Un homme, il est capable d'être mafshit et atzmo, mikol, machashavot, comment j'ai dit? Zdadiot. Incroyable. L'homme, il se détache. Et vous savez ce qu'il fait Hachem? Vous savez ce qu'il fait Hachem quand vous priez sincèrement? Et que vraiment vous en remettez à lui avec Kavana, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il est ok, il oublie tout le reste. Il ne vous dit pas, mais attends, hier, ce matin, il y a 1 heure, tu as fait ceci ou tu as fait cela. Il oublie. Il oublie. Et les Chachamim vont expliquer comme ça que Bilam, quelque part, il voulait grandir le nom d'Hachem. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si on devait dire comme ça, que dans les nations du monde, il y a les bonnes et les mauvaises, c'est quoi être une bonne? C'est quoi être un bon goy? C'est quoi? C'est ce que c'est être un bon goy? C'est exactement comme être un bon juif. C'est vouloir grandir le nom d'Hachem. Un goy qui voudrait grandir le nom d'Hachem, ça existe, hein? J'ai rien à dire. C'est un goy parfait. Mais malheureusement, c'est tellement rare. Ne me dites pas que quand une nation dans le monde moderne aujourd'hui, elle veut faire des accords avec Israël, c'est qu'elle dit « Alors, Dieu, on va l'imposer à toute la terre. » Mais Bilam, c'est ce qu'il voulait. Bilam, il dit à Hachem, si tu me laisses y aller, je vais grandir ton nom. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond à Hachem? Il dit « Ok, alors, donc, tu sais quoi? C'est moi qui vais dire ce qu'il faut dire. » Ben oui, c'est logique. Tu veux grandir mon nom? Ok, je te prépare ton discours. Et on voit que quoi? Que Bilam, il accepte, il y va. Alors, dit Rashi, disent les Chachamim, Bilam et Abraham, quelque part c'est la même chose. Alors pourquoi pour Abraham c'est une mitzvah et pour Bilam c'est une avéra? Vous avez compris? C'est une vraie question. C'est-à-dire que tout le processus de Bilam, il est très compliqué. Et l'histoire, c'est que, en fait, la fin de l'histoire, elle est claire. À la fin, il n'y a pas de question. Parce qu'à la fin, on voit que quoi? Que Bilam, il ne veut pas grandir au nom d'Hachem, au contraire. Il veut rabaisser Israël, puisqu'il les fait fauter. À la fin, quand il voit qu'il ne peut rien faire, il n'arrive pas à les maudire, qu'est-ce qu'il dit à Balak? Tu sais quoi? Envoie-leur quelques petites jolies demoiselles, et tu verras, ils vont tomber comme des mouches. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc moi, quoi? Midbarer adavar les mafréa. Rétroactivement, qu'est-ce qu'on voit? Que l'intention de Bilam, elle n'était pas bonne. Mais moi, qu'est-ce que je veux vous dire? Ce que je veux vous dire, c'est que quand un goy, il a une bonne intention, ça devient un goy très dangereux. Très dangereux. Regardez-moi encore une fois, je prends tout le parcours tout le processus de la paracha. Bilam, il veut maudire Israël, mais finalement, il le bénit. Il le bénit sincèrement. C'est quoi ce passouk de Matovu comme son bel tétant Yaakov? Pourquoi il a dit ça, Bilam? Pourquoi il a dit ça? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que dit Rashi? Qu'est-ce que dit tous les Mefarshim? Voilà. Il a vu que les tentes, elles étaient positionnées de façon à ce qu'il n'y ait pas de vis-à-vis. Il s'est dit, quel peuple. Personne ne veut déranger l'autre. Incroyable. Alors, quand il a vu ça, il a ouvert la bouche, qu'est-ce qui est sorti? Une louange, un compliment. C'est-à-dire que c'est pas qu'il ne voyait pas les qualités d'Israël, il voyait les qualités d'Israël. Mais d'un autre côté, et là quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous savez quoi? On va leur envoyer des femmes. Qu'est-ce qu'on fait quand on envoie des femmes? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Au-delà de la faute. C'est pas sûr que c'est plus grave d'aller avec une goya qu'avec une juive, qui n'est pas sa femme. L'assimilation. C'est quoi? Quelqu'un a dit, vous avez dit un mot très fort, vous avez dit, il a voulu les comment vous avez dit, les engloutir ou les avaler, ou je ne sais pas quel mot vous avez dit. C'est que, finalement, le rêve d'une nation, de n'importe quelle nation par rapport à Israël, c'est quoi? C'est d'intégrer Israël. Pourquoi? Pour prendre la place d'Israël. Pourquoi nous, on est un peu, comment dire, sceptique quand on nous parle de paix avec les nations, 2 États, machin. Ils disent qu'on ne veut pas 2 États. À la limite, on voudrait 2 États. Mais on n'a pas confiance qu'eux veulent 2 États. Eux, ils veulent un État.
un État le leur. Et quoi, ils sont fous, ils vont renoncer. Vous savez ce qu'ils ont dit aujourd'hui encore, les Palestiniens? Ils ont dit, le peuple juif n'a rien à voir avec le Harabaït et le côté Arabi, aucun rapport avec eux. C'est ça leur kavana au fond d'eux, c'est ça. Et nous, on va dire qu'on ne veut pas faire la paix. De toute façon, la paix, je ne sais pas si c'est possible avec les goïms. Ce qu'on a expliqué Shabbat, c'est que la notion de shalom, en tout cas la paix en hébreu, la notion de shalom, elle n'est pas adaptée à une relation juif-non juif. Mais ça s'appellerait autre chose. On peut trouver d'autres solutions. Mais à condition que quoi? Que les nations acceptent que Israël y reste à sa place. Que les nations acceptent, écoutez bien, qu'il y a un peuple qui est capable de grandir le nom d'Hachem. Un seul. C'est Israël. Maintenant, regardez bien. Moi, il y a toujours un truc qui m'intéresse, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comment les brachot d'un homme qui voulait maudire peuvent être appelés brachot. Comment dans les synagogues on met Matovu Alecha Yaakov? Comment? Il nous voulait du mal. C'est une bracha ce qu'il nous fait. Ça sort pas de lui, ça sort de Hachem. Alors tu peux dire comme ça sort d'Hachem. Ok, mais dans la Torah, c'est marqué au nom de Korach, de Bilam, c'est embêtant. Est-ce que c'est une vraie bracha? Bah, la preuve. Non, ce que je veux dire, il monte sur la montagne, Ouais, il fait une louange qui est un état de fait, ouais. il observe. Et je dis dans des mots qui sont magnifiques, poétiques, on peut. Quand on fait une bracha, ça veut dire que j'appelle quelque chose. Comment je peux dire? Oui, je souhaite. Tu souhaites. Il ne nous souhaiterait. Alors je t'explique quelque chose. On va affiner la notion de bracha. C'est quoi le meilleur souhait pour une personne? Imagine que moi je te vois et je te dis je te souhaite d'être blond aux yeux bleus. Je la veux pas cette bracha. Non mais admettons que tu la veuilles, admettons qu'aujourd'hui la mode c'est blond aux yeux bleus. C'est une bracha? Tu vas me dire attends, arrête avec ta bracha, elle est nulle, elle vaut rien, je suis brun aux yeux marrons. Elle vaut rien ta bracha. Pourquoi elle vaut rien ma bracha? Parce que ma bracha, elle émane pas de toi. Tu vois? Une vraie bracha, c'est... Pourquoi la bracha des parents, on y croit dur comme fer? Ils me connaissent. Parce que nos parents nous connaissent. Et nos parents ils vont nous souhaiter ce qui nous correspond. Ce qui nous correspond. Ok? Maintenant, pourquoi ce que dit Bilam, c'est oui une bracha? Parce que Bilam, ok, elle n'est peut-être pas conjuguée au futur, quoique ça se discute, parce qu'en fonction des psukim, il y en a où oui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle émane de ce que Bilam y voit d'Israël. Donc à la limite, il n'est même pas responsable. Vous me dites que c'est les mots d'Hachem, ce n'est pas les mots d'Hachem. C'est les mots d'une réalité qu'il n'a fait qu'exprimer. Il n'a fait qu'exprimer. On a toujours expliqué, nous, que l'artiste, c'est quoi? L'artiste, c'est une façon... c'est une façon de s'exprimer, l'art, c'est une façon d'exprimer une réalité qui existe, avec ou sans l'art, quoi. L'art, c'est pas une création, c'est une expression. Mais l'expression de quoi? D'une existence. La différence, c'est que l'artiste, lui, il sait l'exprimer, ou il voit des choses que les autres ne voient pas, parce qu'ils ont un regard peut-être un peu différent, on va dire. Ok? Mais l'artiste, c'est pas un créateur au sens propre du terme. Bilam, il n'est pas créateur de sa bracha. Il est celui qui l'exprime. Avec des très beaux mots, comme tu l'as dit, c'est un poète, c'est tout ce que vous voulez. Ok? Mais au fond, c'est pas lui qui a créé cette bracha. C'est Israël qui a généré cette bracha. Alors oui, c'est une bracha à ce titre-là. Et pourquoi c'est une bracha réellement? Parce qu'il a vu dans Israël la grandeur d'Hachem. Alors, c'est ça que je veux expliquer. C'est que lorsque la Gemara nous dit que chez les Juifs, il n'y aura jamais eu comme Moshe, mais chez les nations, il y aura comme Moshe, comment on peut comparer Moshe et Bilam? Comment on peut comparer Abraham et Bilam? La réponse est qu'on peut les comparer. La Gemara dit comme ça, pour ne pas que les nations disent « Ah, sinon on avait eu Moshe, on aurait été encore mieux qu'Israël. » Qu'est-ce qu'on leur répond? Vous avez eu Bilam. Maintenant, il faut être cohérent. Si on dit aux nations, vous avez eu Bilam, il faut que Bilam il soit vraiment comme Moshe ou comme Abraham. Or, il a les mêmes qualités. Il a cette qualité qui est la volonté de grandir le nom d'Hachem, qui est cette qualité d'être capable de voir dans Israël un peuple qui grandit le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Moshe, encore une fois dans cette paracha à Akadosh Baruch Hu? Arrête de les punir. Tu te fais du mal à toi-même. Que vont dire les nations du monde? C'est sous-entendu quoi?
Israël, il t'aide à grandir ton nom. La raison d'être d'Israël, c'est d'être Mekadesh, le nom d'Hachem. Maintenant, quand un goy il voit que Israël il est Mekadesh Hachem, alors c'est un goy qui a vraiment compris qui c'est Israël. Et moi, je ne voudrais pas parler de mauvais ou de bon goy. Qui suis-je, moi, pour dire celui-là il est bon, celui-là il est mauvais? Pour moi, il y a deux cas de figure. Il y a le non-juif qui comprend la fonction d'Israël, c'est-à-dire sa vocation. Et il y a un goy qui ne voit pas la vocation d'Israël. Donc il peut éventuellement le voir comme un gêneur, comme un usurpateur, comme tous ceux dont on va nous traiter tout au long de l'histoire. Mais il ne voit pas notre vraie vocation. Et notre vocation, c'est de grandir le nom d'Hachem. Donc en fait, cette paracha de Bilam, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, de Balak? Elle a qu'on a un goy qui veut maudire Israël. Mais comme c'est un goy qui n'est pas idiot, il n'arrive pas à maudire Israël. Vous savez ce que c'est un antisémite? Un antisémite, c'est un goy qui est incapable de comprendre qui c'est Israël. Incapable. On ne demande pas aux nations de nous aimer. On leur demande juste d'être capable de voir qui on est. Qui on est. Vous savez, il y a de nombreuses histoires dans la vie communautaire moderne ou plus ancienne, où il y a par exemple des juifs qui ont réussi à parlementer avec des rois. Il y a, souvent on voit dans des histoires avec Mara où le roi il voulait faire un décret contre Israël, et puis il y a le fameux tzaddik qui a réussi à faire changer d'avis au roi. C'est une histoire connue. Dans l'histoire des temps modernes, moi je sais que, voilà, encore une fois, je peux vous raconter des histoires où mon père, à l'époque, vous savez, des examens qui tombaient le jour de Shabbat ou le jour de Shavuot ou quoi, combien de fois il a réussi à négocier avec un doyen d'une faculté, avec le ministre de l'Éducation, avec tel monté jusqu'au président de la République à l'époque. Comment? La loi, on n'a pas pu la changer. Tout le problème, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait rentrer Shavuot au bulletin officiel. Shavuot, à ce jour, n'est pas intégré dans le bulletin officiel. Donc il y a des galères. Ok? Mais la loi en France, elle ne peut pas changer à cause d'une religion. C'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Enfin, qu'est-ce que ces rabbins ont fait? Pas comme mon père. Ils ont réussi à convaincre que être juste, c'était prendre en compte les besoins d'Israël, les besoins du peuple juif. Et mon père, un jour, il m'a raconté qu'il avait négocié avec un doyen pour un examen qui tombait je ne sais plus si c'était un Shabbat ou un jour de fête, et il n'a pas réussi. L'entretien, il a duré 1 heure. En médecine, il y avait... Ouais, je ne sais plus en quoi c'était. Et il nous a raconté que c'était un vendredi après-midi, que bon, l'entretien avait duré 1 heure, il fallait qu'il parte, Shabbat approchait, vraiment, il est allé... Bref. Et en se levant, il dit au doyen, il dit, je suis vraiment triste. Parce que vous et moi, on a échoué dans notre mission. Alors le gars, il dit, vous, oui, mais moi, pourquoi? Et non, c'est pas passé comme ça. Il dit cette phrase, et le gars, il dit, attendez, ne partez pas, expliquez-moi. Rasseyez-vous, il dit à mon père, rasseyez-vous, expliquez-moi. Pourquoi moi j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai à voir? Et il a expliqué. Il dit, parce que, en tant que doyen, vous devez aussi aider vos étudiants juifs. Et cette phrase, elle a tout changé. Et ils ont trouvé la solution. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on peut faire comprendre à un non-juif quelle est la fonction d'Israël. Maintenant, la fonction d'Israël, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique que Israël soit vraiment dans son rôle. Et en fait, ce qui fait de la peine dans cette paracha de Bilam, c'est quoi? C'est que la paracha de Bilam, c'est une paracha dans laquelle Israël va être responsabilisé. Est-ce que Israël inspire aux nations ce qu'il est censé inspirer ou pas? Tout le problème, il est là. Alors, je vous relis la paracha. Bilam, il veut maudire Israël. Hachem, il dit, tu ne peux pas maudire Israël. Bilam insiste. Alors, Hachem, il dit, ok, puisque tu veux tenter l'expérience, de deux choses une. Soit tu veux vraiment essayer, donc vas-y, tu vas voir que tu ne vas pas y arriver. Soit tu veux grandir mon nom. Ah, dans ces cas-là, tu peux y aller. D'accord? On a les deux explications. Bilam, il arrive, il voit Israël, il dit des brachot. Il change d'angle, il fait des brachot. Il change d'angle, il fait des brachot. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il les fait fauter. Il les fait fauter. Comme ça, quoi?
peut plus faire de bracha parce qu'il a un- Parce que quoi? Vas-y, continue. Comme ils ont fauté. Et alors? Bah, il sera Et alors, pas ils sont plus Israël? Non, mais il n'y a plus la bracha. Pourquoi il n'y a plus la bracha? Ils sont toujours Israël. Aux yeux des nations, mais aux yeux des nations, ils ne méritent plus. C'est quoi aux yeux des nations? Aux yeux des nations, vous savez comment? C'est ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus Comme les autres. comme les autres. Incroyable. Toute la chorma est là. C'est que quand les nations, elles arrivent à dire mais Israël, mais ils sont comme nous. Comme nous. Combien de fois en Israël, cette phrase a été dite par des juifs? On a un pays comme les autres, qu'est-ce qu'il y a? Nous aussi, on a notre manifestation de ceci ou de cela, ou notre procession honteuse. Ok? On est comme les autres, mais on n'est pas comme les autres. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas censé être comme les autres, et attention, les nations, elles ne veulent pas nous voir comme elles. Parce que sinon, ça remet en question tout l'équilibre de toutes les nations. Alors pourquoi c'est Israël qui a droit à tel et tel privilège? Pourquoi? Voilà toute la paracha de Bilam résumée en une phrase. Au début, Bilam, il accepte, il avoue la dimension d'Israël. Et à la fin, il dit attends, on va les tester sur un dernier truc. Est-ce qu'il faute ou est-ce qu'il ne faute pas? Vous avez fauté? Vous êtes comme tout le monde. Donc il va dire à Bilam, à Balak, t'inquiète pas, tu risques rien. Terrible. Il y a entre les deux. Ils veulent qu'on soit comme eux, mais d'un autre côté, ils ne veulent pas. Exactement. C'est- Exactement. Mais je vais vous dire quelque chose. Non mais regardez. Vous voulez qu'on continue le raisonnement? On va encore plus loin. Qu'est-ce qui fait de Bilam un homme aussi extraordinaire? Je vous dis les textes. C'est que Bilam, il est comparé à Moshe. Vous savez quoi, il est comparé à Moshe? Qui est Moshe? Moshe, c'est un homme qui a eu... Il n'y a pas eu un homme qui a eu plus confiance en Israël que Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a vu qui était Israël. Donc tant que Bilam, il voit Israël grand, il est comme Moshe. Mais dès que Bilam lui-même, il voit plus Israël grand, il le voit petit, il n'est plus comme Moshe. Donc toute la paracha, Bilam est grand. Bilam, il est ce fameux prophète que les nations ont mérité. Mais le jour où Israël ne peut plus être perçu par Bilam comme un peuple grand, où il passe Bilam? On n'entend plus parler de lui. Il disparaît Bilam, c'est un truc de fou. Donc ça revient à ce que vous disiez. Les nations elles-mêmes, elles ont intérêt à voir Israël grand. Mais en même temps, leur vraie tentation, c'est quoi? C'est d'avaler Israël pour dire ah, c'est moi qui prendrai leur place. Mais il faut savoir que s'il n'y a plus Israël, Chas Shalom, il n'y a plus la place d'Israël. C'est pas que quelqu'un d'autre va prendre la place. Il n'y a plus la place d'Israël. Bilam n'est plus Bilam. Donc, en d'autres termes, nous, quand on est à notre place, alors Israël est un grand peuple. Et quand Israël est un grand peuple, alors les nations, elles peuvent être des grandes nations. C'est incroyable. On est l'équilibre du monde. On n'est pas n'importe qui, non? Vous savez déjà, je sais, mais maintenant vous avez une raison de plus de le croire. Après, franchement, une fois qu'on a expliqué ça, la France, le Portugal, c'est du pareil au même.